Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Ali Moumine, porte-parole du Front Anjouanais. Bonsoir. Alors, le premier tour des élections présidentielles aux Comores s'est tenu dimanche dernier. Dans la nuit de mardi à mercredi, des résultats ont été proclamés. Des résultats, semble-t-il, encore provisoires et sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure avec vous dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors, il sera question de la situation au port de Longoni. Et du coup, plus les jours passent, plus les semaines passent, plus on a l'impression que le conflit se cristallise. MCG et la Smart ayant décidément du mal à trouver un terrain d'entente. Le point sur la situation avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 25 février. Quand cela cessera-t-il? C'est la question que tout le monde se pose après ce nouveau rebondissement au port de Longoni. Hier, une rencontre entre les directions s'est soldée par un nouveau désaccord, tandis que l'agrément n'est toujours pas délivré aux manutentionnaires historiques. Explication. L'élection présidentielle aux Comores n'en finit plus de faire réagir. Entre soupçons de fraude, irrégularités notoires et agitation populaire, ce scrutin semble loin d'avoir rendu son verdict. Le point dans votre journal. La maladie d'Alzheimer touche de nombreuses personnes sur le territoire, mais sur le département, un travail important reste à fournir dans la prise en charge et l'accompagnement des familles et des malades. Un séminaire se tenait ce matin pour réfléchir à ce problème. Reportage. Plus d'une semaine ne passe sans que le conflit entre la Smart et MCG ne revienne sur le devant de la scène. Hier, le collectif Smart a saisi une nouvelle fois le conseil départemental. Il dénonce l'attitude d'Idanel qui aurait remis en cause les accords du 23 décembre dernier en présentant une autre convention. Et la direction du manutentionnaire a refusé les termes de ce nouvel accord. Et quant à l'agrément accordé à la Smart, celui-ci n'est toujours pas délivré. Les explications dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Et dire que l'on pensait les choses rentrer dans l'ordre, mais c'était sans compter sur la rencontre d'hier entre les directions de MCG et de la Smart. L'accord signé en décembre n'a pu être entériné en raison d'un changement concernant l'annexe 5 et la mise à disposition des salariés Smart qui se transformerait en sous-traitance. Un contrat de service, c'est ce qui définit qu'on est manutentionnaire au port de Longoni. D'accord. Et que MCG, enfin le délégataire, fera recours à un manutentionnaire qui est smart et qui est agréé, qui pourrait travailler. Mais en sous-traitance, en gros, il peut sous-traiter aujourd'hui avec nous et le lendemain prendre une autre société. C'est aussi simple que ça. Suite à ce nouveau désaccord, l'Aconnier historique attend toujours l'agrément qui lui permet d'officier au port. Sans ce dernier, la Smart se retrouve dans l'impossibilité de renégocier avec la CMA-CGM, son principal client, puisqu'il représente à lui seul 70% de ses activités. Une situation qui inquiète au plus haut point les salariés. Pour être franc, est-ce qu'au mois de mars, on aura un salaire? Parce que ce n'est pas possible, parce que, à savoir, c'est Mme Nel, en parlant de monopole, depuis le 15 janvier, c'est Mme Nel qui charge, alors qu'on n'avait que ça, nous. Et elle fait le reste. RSM, tout ça. Donc, comment une entreprise pourrait tenir du 15 janvier à ce jour sans travail et tenir 180 salariés? C'est impossible. Donc l'idée même de Mme Nel, en fait, en clair, c'est d'éliminer la Smart. Donc on ne se laissera pas faire, bien évidemment. Et là, j'appelle à M. Sabahadine, notre président du conseil départemental, de se tenir à ses engagements qu'il avait donné auprès des femmes leaders, auprès des manifestants qui étaient le 10 février à l'hémicycle Bamana. Rien d'autre que l'annulation de cette DSP. À l'heure où Sabahadine Ibrahim Ramadani semble chercher des pistes visant à rompre la convention qui lie le département à MCG, ce dernier épisode risque fort d'apporter de l'eau à son moulin, tandis que de leur côté, les salariés de la Smart comptent bien ne pas se laisser faire. Ce qu'il y a à savoir, c'est qu'on ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas prendre notre job. On se battra jusqu'au bout. Moi, je l'ai dit dans vos antennes une fois, la solution, c'est avec Mme Nel. Soit la paix ou le mouvement social. Parce que qui peut accepter les bras croisés à perdre son emploi comme ça? Au passage, parce qu'on est de confession en majorité, des Maoris de confession musulmane, on nous a toujours appris qu'il faut défendre deux choses. Ta religion et ton dû.
Et je pense que le travail, c'est indu. Des mouvements pourraient une nouvelle fois intervenir dans les prochains jours, faisant craindre que le poumon économique de l'île soit à nouveau bloqué. Alors Pierre, après le conseil portuaire du 11 février dernier, on pensait les esprits apaisés enfin avec une solution en vue au port de Longoni. Et là, on se rend compte que les choses sont reparties de plus belle, le conflit continue. Tout à fait. Alors, on va être franc, on craignait effectivement que les choses ne soient pas résolues. Après le 11, tout le monde se disait, oui, ça semble être un premier pas en avant. Mais on émettait quand même des réserves en se disant, on n'a pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui a évolué, si ce n'est que l'agrément devrait être signé jusqu'à la fin. Il y avait jusqu'à la fin, cet ultimatum, jusqu'à la fin du mois de février. On y est bientôt. On va de stagnation en régression finalement, lorsqu'on regarde bien. Les choses n'évoluent pas. Alors aujourd'hui, il y a eu encore peu d'évolution. On est un peu... sur les mêmes faits, les mêmes bases, c'est-à-dire que l'agrément n'est pas délivré, qu'il y a eu des nouveaux accords qui ont été proposés, enfin une nouvelle convention en tout cas qui a été proposée par MCG, qui a été refusée. Alors elle porte sur ce fameux annexe 5 de mise à disposition des salariés de la Smart en faveur de MCG. Aujourd'hui, les salariés de la Smart, nous avons tous les documents en notre possession, nous allons un peu regarder ce qu'il en est. Eux disent qu'il s'agit maintenant de sous-traitance, ce qui change la donne, puisqu'effectivement en sous-traitance, on pourrait très bien prendre cette société Smart, mais pourquoi pas aussi la société Manuport, sous-traitée avec Manuport, même si elle ne possède pas l'agrément aujourd'hui. Donc voilà, c'est là où il y a vraiment un problème. C'est un peu ambigu, les termes sont ambigus. Tout à fait, les termes sont ambigus, c'est vraiment une situation très très compliquée, qu'on a même du mal à suivre, vraiment, et se plonger dans... Il y a beaucoup de droits aussi dans tout ça. Alors, du côté de la direction de MCG, on ne cesse de nous rabâcher qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on fait, qu'il n'y a pas de problème, qu'en termes de loi, il y a des avocats, il y a des personnes qui sont derrière, qui maîtrisent tout ça et ils sont dans leurs droits. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne cesse de nous répéter au niveau de la direction. On est dans notre droit, on sait ce qu'on fait. Alors le conseil départemental aussi use de cet argument, on va se tourner vers le droit, notamment pour remettre en cause cette DSP. Alors aujourd'hui, est-ce que le conseil départemental a vraiment les moyens de contraindre MCG ? Alors, c'est une question un peu compliquée. Au vu des dernières semaines, non. Non, le conseil départemental ne peut pas. La DSP a été actée, elle a été signée. C'est un document qui existe, qui offre donc cette délégation de service public à la société MCG. À partir de là, on le voit bien. Le conseil départemental a bien du mal à mettre son grain de sable dans tout ça, à mettre son nez dans tout ça, et essayer d'enrayer un peu cette dynamique, j'allais dire, cette mauvaise dynamique. Et à partir de là, alors on sait par contre très bien que actuellement le conseil départemental travaille de son côté avec des avocats également, afin justement d'éventuellement casser cette DSP. Alors comment le dernier mot reviendrait à MCG. Tout à fait. Alors comment ils veulent la casser ? Ils notent les irrégularités, donc voilà, les unes, les autres. On le sait notamment sur ce dédouanement de ces fameuses grues. On le sait, il y a une question, il y a un problème là-dessus. Toutes les irrégularités sont notées. Là, ça peut faire partie de ces irrégularités, notamment cette histoire de convention, qui est ces accords qui devaient être signés, qui devaient être officialisés, et puis finalement une nouvelle convention. Donc je pense que de son côté, le conseil départemental maintenant se tourne aussi vers le juridique, puisque légalement, il ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui. En tout cas, il ne peut pas agir, il ne peut pas obliger Idanel à donner l'agrément. On le voit bien actuellement. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions. Et bien Merci évidemment, on continuera à suivre encore cette situation au port de Longoni. Et un rapport officiel a été rendu public lundi dernier par les ministères de l'Environnement et de l'Intérieur. Il dénonce une mauvaise considération des risques de submersion rapide et d'inondation dans les Outre-mer. Un constat auquel l'île au parfum n'échappe pas, alors que celle-ci est très fortement exposée. Reportage Adèle Laurent. Inondations, submersion marine, séismes, risques liés au tsunami ou encore au mouvement de terrain, ces expositions sont liées aux caractéristiques particulières de Mayotte, mais aussi à un manque d'anticipation des pouvoirs publics. Il faut aussi anticiper et comprendre les mécanismes d'écoulement des eaux. Si on parle d'inondation, c'est bien s'assurer que l'eau s'écoule bien comme il faut, bien s'assurer que tout est fait pour que l'eau s'écoule, c'est dégager certains conduits, dégager certaines canalisations, entre autres faire attention quand on coupe des arbres, faire attention quand on construit.
pour pas que ça coupe la route naturelle de l'eau. Donc c'est ça qui est important, c'est cartographier le plus précisément ces risques de submersion, ces risques de pluie forte, ces risques sismiques, tous ces risques-là, et pour mieux comprendre et pour après mieux anticiper et pour qu'il y ait le moins de dégâts, le moins de victimes possible quand ça arrivera. Et cette cartographie existe. En effet, Saïd Hachim Saïd, doctorant mahorais, a créé un atlas des risques naturels de Mayotte. Celui-ci permet de faire le point sur la vulnérabilité et les indicateurs de vulnérabilité. Parmi les solutions envisageables, dans un premier temps, en fait, il faut déjà commencer à faire un diagnostic réel, un vrai diagnostic sur les habitations, les infrastructures qui sont exposées, en fait, qui sont à risque. Et deuxièmement, commencer à se pencher sérieusement sur la question et essayer de faire quelque chose dans un premier temps. D'abord, essayer d'informer les gens, faire de la prévention sur ces zones-là, et puis essayer tout de même de sortir ces personnes-là de ces zones. En effet, de nombreuses habitations et infrastructures sont exposées au risque de submersion rapide et aux inondations, en particulier celles situées le long des littoraux. Cet atlas constitue donc un outil qui permettra, entre autres, de concevoir des plans d'évacuation pour les habitants. Mais la solution réelle est d'anticiper ces risques naturels. Et pour le doctorant, la menace existe bel et bien. Le danger, il est réel. Il est réel. Jusqu'à présent, on a eu beaucoup de chance et il faut tout mettre à l'œuvre pour qu'on n'ait pas de catastrophe un jour. Nous, notre rôle, c'est juste de faire des études, de faire des préconisations, mais le reste, sincèrement, la réponse doit venir des autorités qui sont en charge de cette problématique. Mayotte est donc à l'heure actuelle vulnérable, notamment à cause de la faible prise de conscience de l'État concernant le danger que constituent ces risques naturels. Espérons que les pouvoirs publics ouvriront les yeux et agiront en conséquence, avant qu'il ne soit trop tard. Direction les Comores maintenant, où dans la nuit de mardi à mercredi, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé les résultats provisoires du premier tour des élections présidentielles. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ali Soilihi, est arrivé en tête avec plus de 17% des voix. Il devance ainsi Ali Mouini Baraka, gouverneur de l'île de la Grande Comore, et le colonel Azali Assoumani, ancien président de la République, qui obtient 15% des suffrages. Et depuis l'annonce de ces résultats, les commentaires vont bon train à Mayotte. Reportage Shakila Issouf et Adèle Laurent. Certains crient à la fraude et à la manipulation, tandis que d'autres sont satisfaits du résultat. Le premier tour des élections présidentielles aux Comores fait beaucoup réagir depuis le début de la semaine. Les partisans de Fahmi Saïd Ibrahim, soutenus par le parti Joua, sont déçus. En effet, le candidat soutenu par l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi est le grand perdant de cette élection. Yaikiri do kamba wakavote zuzi pia wantu wa Juamba et parti Joua yoika parmi les 3 premiers wakovotewa de serikali wa ile wamba wamoveha mwanenye wa parti Joua atuati harna problemu maana vamaliza Komori nyingi zahibu vamali kasijulu na vano zaindra wa ile wamba mtunu amovotewa atota adises malizini vavu wenye samba borwa Seuls les grands Comoriens étaient appelés à voter au premier tour, tandis que pour le second, les 3 îles sont appelées au vote. Avec le soutien de Sambi, Fahmi Saïd Ibrahim aurait eu de grandes chances de remporter l'élection, notamment en Jouan, où beaucoup le soutiennent. Na tajeli ritola beka vasi problemu kubala mbari hibi wanasi ripara de riswenyesa mba itsoka na mama dutsile mtwashuruma wa Comores. Si certains militants appellent à la révolution, d'autres demandent aux Comoriens de garder leur calme, car aucun des candidats ne semblait vouloir changer les choses aux Comores. Moi, je crois que les élections sont passées normalement. Donc, partout dans le monde, partout, surtout en Afrique, si on organise des élections, il y a toujours des gens qui contestent. Donc il ne faut pas que les gens, ceux qui sont aux Comores là-bas, ils viennent nous raconter que voilà, il y a eu ceci. Non, moi je suis contre de cela. Donc je préfère que la population comorienne reste calme.
besivotesviri harva hawa ya aman mtu azungwe vahano against asaribiwa amba ashike pareni andamani ntongo tsoko yonsi mana kavasiranya tsoko kavasidhoma tsoko wonsi aliyo na tima na mwanamkomori tsoko wonsi. L'absence de Fahmi Saïd Ibrahim au second tour des présidentielles résonne cependant comme une bonne nouvelle, les 3 candidats en lice étant plus modérés sur l'appartenance de Mayotte à la France. Ali Moumine, porte-parole du parti du Front en Joannet est avec nous, on l'a dit tout à l'heure. Alors ces élections, déjà à peine quelques jours après, ce dimanche dernier, on voit les esprits s'échauffer, on n'est pas d'accord sur les résultats. C'est normal, parce que les élections, ce sont des moments cruciaux pour le pays. Donc s'agiter, c'est bien. C'est que les gens ont quelque part envie de gagner, c'est normal. Mais quant à aller manipuler la population pour une élection qui a été jugée par les instances qui sont là depuis un certain temps, qui ont fait des élections il n'y a pas longtemps, il y avait 5 ans, qui ont mis ce pouvoir en place, ce sont les mêmes structures, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il faut contester les résultats. Bon, on attend à voir les résultats définitifs qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle, mais moi la grande surprise c'est que il y a eu manipulation dès le début. C'est-à-dire moi, le jour même de l'élection, à 20h, j'ai essayé de me renseigner. J'ai eu des informations assez faramineuses qui donnaient 48% au candidat du jour en juin. Alors que là, il n'y a que 36%. Il n'y a que 36%. Donc la différence entre 48 et 36, ça veut dire ce que ça veut dire. À la Grande Comore, moi j'avais eu une information de la même sorte que le candidat Fahmi avait aussi 48%. J'ai dit à la personne, c'est impossible. Connaissant la situation des Comores, avec une multitude de candidatures, c'était impossible. Alors pour revenir sur les chiffres, on a aussi les élections des gouverneurs. On a vu quand même un taux de participation de 104% en Grande Comore. Ça pose quand même problème. Effectivement, je crois que la population comorienne en a marre de ces élections à répétition et que la vie ne change pas. Donc il faudrait que les futurs élus fassent quelque chose pour le peuple qui a souffert. Si des gens viennent ici, c'est parce qu'il y a un problème majeur de vie au niveau des Comores. Et que je pense que les élections devaient être une occasion pour permettre à la population de s'exprimer et que ceux-là qui seront élus en tiennent compte. Nous, on est contre la manipulation, comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, ce qui a fait que la déstabilisation est restée permanente, notamment avec la présence du candidat Sambi, qui est tout le temps candidat. Et je ne sais pas à quel titre il veut s'imposer à tout prix à des élections qui ne sont pas les siennes. Alors Pierre, on a suivi ces élections de très près, du moins on a essayé avec les moyens qu'on avait, sachant que les résultats sont encore provisoires aujourd'hui. Comment c'était vécu clairement, vous qui avez suivi cela ? C'est vrai que nous, en tant que journalistes, on a eu beaucoup de difficultés. Ça a été très compliqué d'avoir des résultats d'abord parce qu'on avait beaucoup de chiffres, on avait beaucoup de choses, on avait des contacts sur place qui eux-mêmes étaient dans le flou total. Alors on le voit, le décompte des bulletins était fait sur une feuille Excel. On voit un peu qu'il y avait un peu d'amateurisme, c'était un peu fait étrangement, et on se retrouve avec 104% de participation. Donc effectivement, c'est quand même compliqué, ça pose question. Et justement, j'ai une question à vous poser. On a vraiment l'impression que cette élection, elle est le reflet un peu de ce qui se passe dans le pays et des problèmes aussi qu'il y a dans le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Je ne suis pas tout à fait du même avis que vous, parce qu'il y a eu des élections, et ce sont les mêmes personnes qui font les élections depuis un certain temps. Donc je m'étonne aujourd'hui que des gens remettent en cause un tout petit peu ce qui se fait. Effectivement, je l'ai dit tantôt, qu'il y a des problèmes effectivement économiques, politiques, sociaux, qui font que les gens veulent à tout prix instaurer un système qui leur permette de vivre aisément. Et ils croient que la panacée est exclusive aux côtés du joie, ce qui est faux. On a vu, ils étaient là au pouvoir, ils ont manipulé, ils ont torturé des gens, ils ont fait ce qu'ils voulaient, ils sont partis. Qu'ils laissent un peu les gens travailler
consciencieusement, correctement, et que la population vote avec sérénité. Moi, je rappelle juste qu'il y a eu la désinformation qui ont conduit au débarquement de 2008 et que actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a une coalition entre Azali et le candidat déchu. Ça, c'est immoral, je pense, parce qu'il devait soit Azali, soit le candidat déchu. Et maintenant, s'ils font une coalition, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez l'impression, ça sera ma dernière question, est-ce que vous avez l'impression que ces candidats-là, qui sont des hommes politiques que l'on connaît, on les connaît tous, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont changer les choses ? Parce que de vue de l'extérieur, on a l'impression que rien ne bouge finalement et que ce sont un peu les mêmes qui reviennent aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression, qui connaissez bien la politique aux Comores, est-ce que vous avez l'impression qu'ils vont changer les choses ? C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'attend la population. Oui, c'est ce que la population attend de façon imminente, parce que c'est vrai que les difficultés sont énormes. Je crois avec le temps, quelqu'un comme Mamadou, qui a une grande expérience en matière politique, économique, qui est reconnu par la communauté internationale, n'a pas le droit, je pense qu'il n'a pas le droit de faillir à sa mission s'il est réélu. Bon, nous, on ne se positionne pas par rapport à un candidat parce qu'on n'en a pas un seul. Ils sont tous candidats. On attend que les résultats soient définitifs pour voir s'il y a une opportunité d'appuyer un candidat qui pourrait éventuellement rentrer dans ce rang de réguler un peu et puis d'organiser l'économie, le politique, le social au niveau de ce pays. Il y en a grandement besoin. Merci beaucoup pour cette intervention, Ali Moumine. Je rappelle, vous êtes le porte-parole du Front Anjouanais. Merci à vous également, Pierre. Et on continue avec l'application récente du droit commun. Les contribuables de Mayotte doivent désormais payer la taxe d'habitation, la redevance télé ou encore à la taxe foncière. Seulement, bon nombre d'individus, notamment les personnes âgées, sont dans l'incapacité de s'acquitter de tels impôts. Nous sommes donc partis à leur rencontre afin de comprendre leur situation souvent complexe. Un reportage Shakila Essouf et Leslie Limné. La peur et l'inquiétude de devoir perdre leur patrimoine foncier les hantent depuis plusieurs semaines. Et Chaboura, qui vit avec son mari depuis des années, n'a jamais travaillé et n'a pas de revenus. Seul son mari, qui touche une petite retraite, subvient à leurs besoins. Ils doivent aujourd'hui s'acquitter de 1 789 € de taxes et ne comprennent pas réellement les démarches à entreprendre. Si leur fils a pris les choses en main et entame des démarches administratives, cette femme, quoi qu'il en soit soulagée, reste malgré tout sceptique. Rangadar mwa bwata letri raipara skana hamuta vana kashanga debu sapurofanya hazi wala tsifanya hazi wala wamitsilibwa serikalini wala tsifanya shtuitsoka uyo tsibetsa tudagoni na miongo madzam duhazi kasifanya hazi tena wala kasimtrofanya hazi biwaye madza atudagoni na tsikatshangata. Dans le même quartier, nous rencontrons Binti Madi Djoumoua, qui est de passage à Mayotte pour rendre visite à ses enfants. Elle explique vouloir quitter définitivement la Réunion, mais avec son handicap, elle ne souhaite pas être un poids pour ses enfants qui devront l'assumer alors qu'ils doivent travailler pour payer toutes les taxes qui leur incombent. Mwana sulila ambaka sina droit hai salary ai mana serikali katsa jwezi lodagoni ule wabiasungalia dizimonta ulivao umweni pari hane na riadi vade rongwana mkadze rielewana karaelewana na babu la renyo tsina durwa nekatsi na dagolangu na wana wangu tsina durwa kamemwa hai reveni ya inyomba ile lezempo ya inyomba. De nombreuses personnes âgées qui ont reçu leurs taxes font appel à leurs enfants, mais eux aussi sont pris à la gorge par des taxes qui ont explosé en 2015. Une situation compliquée pour des centaines de familles qui craignent aujourd'hui de se retrouver à la rue. Et autres sujets qui font l'actualité de ce jeudi 25 février, la réforme prochaine du droit du travail ou encore le second comité de pilotage du document stratégique Mayotte 2025. Les précisions tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis des mois, les syndicats locaux réclament à corps et à cri l'application du Code du travail de droit commun.
Or, le gouvernement s'attelle aujourd'hui à le réformer en profondeur à travers un projet de loi présenté en Conseil des ministres le 9 mars prochain. L'ambition avouée est d'adapter et de moderniser le droit aux évolutions du marché du travail, sans remettre en cause les fondamentaux tels que les 35 heures, le SMIC ou le contrat de travail. Il offrirait plus de flexibilité aux entreprises tout en ouvrant de nouveaux droits pour les salariés. Ainsi, le texte prévoit la création d'un compte personnel d'activité et l'instauration du droit à la déconnexion. Il ouvre également la voie au référendum en entreprise pour valider des accords minoritaires, précise les conditions du licenciement économique et prévoit la primauté des accords d'entreprise en matière de temps de travail. Cependant, les syndicats montent déjà au créneau en métropole concernant notamment le plafonnement des dommages et intérêts prud'homaux et la clarification des licenciements économiques. Même si pour l'heure le débat semble loin d'être d'actualité sur le territoire, les combats étant pour l'heure sur d'autres fronts. Lors de la séance plénière du conseil départemental qui s'est déroulée mardi, un dossier d'une importance capitale est passé presque inaperçu. Le rapport relatif à la signature des conventions d'habilitation avec les associations susceptibles d'accueillir un public bénéficiaire de l'aide sociale à l'enfance. En effet, l'exercice de missions de protection de l'enfance ainsi que l'accueil des bénéficiaires de l'ASE par des personnes morales autres que le département sont soumises à autorisation de l'autorité compétente. Or, plusieurs projets ont été mis en œuvre dans ce domaine avec le soutien de l'État, mais sans disposer des habilitations et autorisations nécessaires, ce qui les exclut de fait des financements du Fonds social européen. Ainsi, 4 conventions ont été adoptées mardi entre le conseil départemental et le service AEMO de Tama, le service Msaïdié de l'association Auteuil-Océan Indien, le service de prévention spécialisé de la Croix-Rouge française et le service d'accompagnement MIDA de Solidarité Mayotte. Ces associations fortement investies peuvent donc dorénavant continuer leur mission et deviennent ainsi éligibles aux fonds européens. Le second comité de pilotage relatif à la mise en œuvre du document stratégique Mayotte 2025 s'est déroulé mardi sous la présidence du préfet. Ce rendez-vous s'est tenu comme convenu 6 mois après la signature de l'acte. Alors que le premier point d'étape du 5 octobre dernier faisait état de 55 mesures réalisées sur les 324 déclinées, le rendez-vous de mardi en comptabilisait 93. Cette deuxième réunion a également été l'occasion pour les participants d'aborder la création de groupes de travail suite au rapport de la Cour des comptes, le suivi national de la mise en œuvre du document stratégique et la préparation de la remise du rapport annuel Mayotte 2025 au Premier ministre et à la ministre des Outre-mer. Cette remise aura lieu le 10 juin prochain, date du premier vol de la liaison directe Mayotte-Paris. La motivation des participants n'est pas retombée, chacun étant conscient de la nécessité d'une implication forte pour le développement du département. Et enfin, la Fédération mahoraise des associations des personnes âgées et des retraités organisait ce matin la première réflexion sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Un séminaire auquel étaient invités à prendre part tous les professionnels du secteur social et médico-social, les élus, les services de collectivités locales et l'État. Une journée d'échange très importante pour lutter contre une maladie qui n'épargne pas le 101e département. Reportage Adèle Laurent, reportage signé Abbas Sadidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Alzheimer, si cette maladie est tristement connue, sur le 101e département, la prise en charge peine à se mettre en place. La Fédération mahoraise des associations des personnes âgées et des retraités a donc décidé de prendre les choses en main afin de remédier à cela. On a organisé ce séminaire pour quel but? Parce qu'on a constaté que la maladie Alzheimer existe à Mayotte, mais quand même il faut déjà le prévoir, le mettre l'intervention à tout le monde, aux élus, aux organismes, que cette maladie existe à Mayotte. On commence déjà à informer et sensibiliser la famille, chaque famille et puis l'administration. Tous les acteurs concernés doivent en effet se mobiliser afin de venir en aide aux malades mais aussi aux familles. À ce titre, le conseil départemental se doit d'agir, comme l'explique Issa Abdou Issa, le président de la commission des affaires sociales. C'est la première fois qu'une telle initiative est prise pour mettre en lumière une maladie qui touche la population mahoraise.
On n'a pas des chiffres exacts, c'est un peu la problématique que nous avons. Et à ce titre, nous avons dans l'organigramme du département mis en place un observatoire régional de santé qui va s'installer à Mayotte. Ça permettra d'avoir avec exactitude les chiffres qui frappent la population la plus âgée de notre territoire et qui est atteinte par cette maladie. Comment intervenir face à cette maladie? C'est la question posée lors de ce séminaire, même si le conseiller départemental de Dembéni explique que les choses avancent dans le bon sens pour faire face à cette maladie. Nous, ce que nous proposons, ce sont les tierces personnes qui sont une réalité au niveau du département. Le DPAPH, la Direction des personnes âgées et personnes handicapées, a déjà en son sein un dispositif de solidarité qui a été mis en place par le département et qui permet à une personne tierce de prendre en charge ces personnes-là. Alors ça peut être les personnes d'un âge avancé, mais c'est valable aussi pour ces personnes qui souffrent de problèmes d'autonomie tout court et qui ont besoin à un moment donné d'une personne à côté pour subvenir à des besoins. Ceci en attendant peut-être la mise en place concrète des dispositifs, de tous les dispositifs de droit commun. La CSSM était également présente pour l'occasion. En effet, comme l'explique Salim Naouda, la Caisse de sécurité sociale a son rôle à jouer face à la maladie d'Alzheimer. Cette maladie d'Alzheimer touche beaucoup plus la population âgée, qui varie entre 65 ans et plus. Donc cette population a double titre. A droit à être accompagnée par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte dans le domaine de la maladie à travers l'action sociale, sanitaire et sociale de la Caisse, mais aussi à travers cette même commission au niveau de la vieillesse. Donc ces deux entités, retraite et maladie, nous avons toute la latitude d'accompagner les personnes âgées qui sont atteintes par cette maladie à Mayotte. La commission d'action sanitaire et sociale met également en place une politique d'accompagnement pour les familles et les malades, car si beaucoup de chemin reste à faire, la volonté de lutter contre cette triste maladie semble indéniable. Et avant de nous quitter, cette information très importante, l'intersyndicale constituée lors du mouvement de grève générale de novembre dernier nous a envoyé un communiqué ce jour. Ils appellent à la reprise du mouvement général dès le 30 mars prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Une édition à voir et à revoir sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Fatima Soufou, première vice-présidente du conseil départemental. Elle répondait ce matin aux questions de Patrick Millan que vous retrouverez demain en pleine forme dans la matinale. À 7h, Issa Abdou sera sur le plateau pour un point sur le rapport de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, et sur le nouvel organigramme du conseil départemental. Et à 7h30, ce témoignage choc sur l'argent de la chimique. Un invité dont on taira le nom afin de lui éviter toute pression viendra demain en parler à visage découvert. Le récit de ce qu'il a vécu à suivre demain donc dans la matinale de Coésie. Excellente soirée à vous sur KTV.